Dans mes tout premiers souvenirs du milieu scolaire, je suis en pré-maternelle. Puis je me souviens qu'on passe pas mal plus de temps à l'intérieur que dehors. Mais là, il y a une nouvelle génération d'enfants pour qui l'enseignement se passe soit en forêt ou dans un parc, dès le service de garde ou le centre de la petite enfance. Puis moi, ben, comme je travaille dans le milieu scolaire public depuis longtemps, puis qu'en plus, je fais un peu de télé à côté de ça, ben, on dirait que ça m'intéresse beaucoup. Dehors l'école, jour 1 de Fabio, c'est parti. Pas besoin d'avoir un centre de la petite enfance en pleine forêt pour permettre à des enfants d'être en contact avec la nature, parce qu'il existe dans la métropole, dans l'arrondissement Saint-Michel, un CPE qui permet à des enfants de se développer au grand air. Aujourd'hui, on s'en va au parc Frédéric-Bach. On va commencer par aller se préparer à l'intérieur avec les enfants. Puis on va mettre notre dossard. Oh, c'est quoi bleu et rose? Puis quand tout le monde va être arrivé, on va pouvoir quitter vers le parc à pied. Puis on va suivre l'intérêt des enfants. On va les suivre au gré de la journée, savoir qu'est-ce qui les intéresse. Puis s'émerveiller avec eux. Livia, j'ai besoin que tu mettes ta bouteille dans le champ. En éducation pour la nature, les enfants sont le plus longtemps possible à l'extérieur. Tout dépendamment de la saison, nous, on va faire l'accueil à l'extérieur. Donc, dès 7 heures le matin, les premiers enfants arrivent, on est dans la cour. Puis, des fois, on rentre pas avant la sieste à 13 heures. Donc, ils sont peut-être 6 heures à l'extérieur le matin. Tiens, Juliette, je t'ai trouvé une place. On peut faire la sieste dehors puis manger la collation dehors. Donc, il y a des journées l'été où nous, on quitte vers le parc, puis on part d'ici à 9h30, puis on revient ici à 4h, puis on a mangé, on a dormi dehors. Bien, dormi. Les siestes à l'extérieur, c'est toujours un peu plus écourté, mais on passe vraiment de longues heures. L'hiver, c'est un peu plus restreint. Mais encore là, ça va être environ 2 heures, 2h30 là, en continu à l'extérieur. Est-ce que tout le monde regarde? Qu'est-ce qui fait mal? C'est un petit peu difficile de mettre un point de départ à l'éducation en plein air parce qu'en quelque sorte, ça a toujours existé, cette pratique pédagogique-là, au fil du temps. Mais la plupart des auteurs situent les premières activités pédagogiques vers la fin du 19e siècle. Et puis, notamment, en Scandinavie, on parle beaucoup du friluftsliv, qui est un mouvement socio-culturel qui fait éloge au plein air. Et puis, ça veut dire tout simplement la vie en plein air, le friluftsliv. OK. Puis ce mouvement-là a donné lieu à l'Oudescol, qui est des sorties régulières et obligatoires là, pour tous les élèves à l'extérieur des murs de l'école, donc en milieu naturel, mais aussi en milieu culturel, c'est-à-dire dans les musées, les usines, tout ça. Au Danemark, il y a plus de 20% des écoles où on constate une pratique de l'Oudescol. Et puis, ce mouvement-là ben, a donné lieu vraiment, beaucoup influencé, en fait, des pratiques à travers le monde. Quand on se dirige vers un milieu naturel, le chemin est tout aussi important que d'être à bon port. Donc, quand on croise le chantier de construction, on observe les travailleurs. Quand on traverse la rue, on est prudent, on avance plus vite. Puis, il y a plein de choses à remarquer sur le chemin. Elles étaient pas là la semaine passée, les feuilles d'automne. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, ta feuille? On observe la nature qui nous entoure, puis aussi la communauté. Est-ce que ça sent les chips? Comment est-ce que le mouvement d'école en plein air, il se vivait ailleurs en Europe? Ben, on peut parler, entre autres, dès les années 1900, des classes promenades qui se vivaient en France. On a des écrits sur ce sujet-là. Mais la période entre les deux guerres a été importante pour le développement d'approches comme les scouts ou entre autres les écoles Outward Bound, où on mettait de l'avant plus l'aventure et puis le développement du caractère. En Scandinavie, on développait à ce moment-là les garderies en plein air qui a influencé les forest schools
en Angleterre. Les périodes pandémiques, les grandes périodes pandémiques, entre autres pour la tuberculose, ont donné lieu à la création d'écoles en plein air. Et puis, on voit beaucoup d'images ou d'écrits sur ces écoles-là où les élèves étaient à l'extérieur, où on créait aussi des écoles ventilées, bien lumineuses, tout ça. Donc, à ce moment-là, il y a eu une grande période de développement. Venez-vous-en jusqu'à moi. Ici, à Montréal, il y a des familles qui vont rarement à l'extérieur. Notre mission est un peu aussi d'offrir cette nature-là, le contact zen, lent, un rythme vraiment qui s'apparente plus à leur rythme de développement, très lent, patient. Donc, c'est ça qu'on aime offrir. Puis en nature, bien, observer un oiseau, il faut être silencieux, il faut attendre. Donc, ces enfants-là qui visitent moins de milieux naturels, ils ont la chance d'avoir un premier contact. Regarde notre forêt! Elle a changé! Ils ont changé de goût, là. Tu peux goûter. Tu me l'offres. Je pourrais me faire des boucles d'oreilles avec ça. Non, c'est pas des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que c'est? C'est une coquille. Puis ça prend pas un grand parc, ça prend seulement des arbres, un écureuil. C'est suffisant pour développer cet émerveillement-là puis ce contact-là. Les chenilles, elles se transforment en papillons. Tu te souviens? Nos papillons belle dame, là. Il est où, notre papillon belle dame? Est-ce que tu le reconnais? Il y a un autre. Les papillons belle dame, quand ils sont arrivés dans notre local, c'était des petits bébés chenilles. Tu te souviens? Oui. Un autre. Un papillon vert. Ça va, Clara? Qu'est-ce que t'as dans... En nature, on observe beaucoup les insectes. Ça peut être tentant pour des enfants on en a vu, là, écraser des escargots, écraser les chenilles. Donc, en y allant à tous les jours, souvent, on développe une capacité d'autocontrôle, de faire attention à la nature aussi, de ne pas arracher les fleurs. Plus on fréquente le milieu, plus on développe cette capacité-là de contrôler nos mouvements puis faire attention à ce qui nous entoure. Bonjour, les boulots! Bonjour! Salut, boulot! Lui aussi, il a des yeux! Les enfants qui pratiquent l'éducation par la nature développent tout leur corps. Ça va toucher le développement global. En déplaçant une grosse bûche, ils vont développer des capacités physiques, la force. Ils vont aussi développer leur communication pour le faire en équipe. Ça va favoriser les liens sociaux. Puis ils vont aussi réfléchir à comment déplacer la bûche. Ça va jouer sur leur développement cognitif. Donc, en un seul jeu qui se fait à l'extérieur avec des objets naturels, on vient toucher à tous les domaines de développement. Venez, les copains, on va aller s'asseoir pour manger. Concernant le développement global des jeunes enfants de 2 à 5 ans, on a mené une étude dans notre équipe de recherche auprès de 245 parents. Et ce que notre étude démontre, c'est qu'il y a plusieurs effets sur plusieurs aspects du développement global des enfants. Est-ce qu'on peut faire un appareil photo? Puis, Sur le plan langagier, comme les enfants interagissent beaucoup entre eux en milieu naturel, il y a beaucoup d'échanges. En fait, il n'y a pas de jouet commercial. Les enfants doivent vraiment créer ensemble leurs jeux, leurs idées. Ça fait en sorte qu'ils ont à utiliser beaucoup leur langage. Et ça pourrait être propice à ce qu'on appelle le discours narratif, c'est-à-dire cette capacité à raconter des histoires, à avoir des scénarios de jeu, parce qu'ils doivent utiliser ce qu'ils ont sous la main et interagir entre eux pour pouvoir justement jouer, apprendre et se développer. oui! Sur le plan cognitif, c'est-à-dire de la pensée, du développement de la pensée des enfants, eh bien, ce que les parents nous disent dans notre étude, c'est que 9 parents sur 10 affirment que leur enfant a développé leur attitude de chercheur et de chercheuse, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions, qu'ils vont être amenés à résoudre des problèmes par eux-mêmes. Penses-tu qu'on a des couches assez petites pour une chenille? L'éducation par la nature, c'est très possible en milieu urbain. Ça prend des adultes autour qui veulent offrir ça. Ça prend la collaboration des parents quand nous, on est convaincus, on est capable de convaincre nos familles. Puis, plus l'enfant va passer de temps avec la faune, la flore, même urbaine,
plus il va vouloir protéger cette nature-là. Je pense qu'en ville, c'est encore plus important. Yay! Va jamais dans la... Ouvre ta bouche! Quand j'étais petite, j'ai glissé sur une plaque de glace puis je me suis brisé les 2 dents d'en avant. Puis à partir de ce moment-là, la récréation est devenue pour moi un synonyme de peur. J'avais peur de tomber, peur de me blesser. Puis je me dis que si dès la petite enfance, j'avais été en contact avec quelqu'un comme Nancy Savoie, bien peut-être que j'aurais eu moins peur de jouer à l'extérieur. Nancy, ce qu'elle fait, c'est qu'elle épaule les éducatrices et les éducateurs qui veulent intégrer l'éducation par la nature à leur pratique. Pour elle, le jeu libre et la prise de risque sont essentiels au développement de l'enfant. C'est parti. Nancy Savoie, j'ai envie de savoir, c'est quoi l'importance du jeu libre pour les enfants? C'est super important parce qu'en jeu libre, les enfants, ils vont s'engager dans des expériences qu'ils choisissent, qui ont de l'intérêt pour ça, qui sont significatives pour eux autres. Puis ils vont s'engager d'une façon globale. Donc, ça va leur permettre de développer toutes les dimensions de leur personne. Puis pour avoir du jeu libre, ça prend du temps. Puis ça prend un environnement aussi qui est inspirant. Fait que l'extérieur, c'est parfait parce que c'est un milieu qui est changeant, qui est rempli de matériel libre et polyvalent. Donc, tous les types de jeux peuvent émerger. Puis, ben, notre rôle comme adulte, c'est de venir un petit peu accompagner, faciliter, puis peut-être complexifier un petit peu le jeu libre pour favoriser les apprentissages des enfants. On peut tourner. Quand t'as chaviré? En Estrie, il existe le centre de la petite enfance Saute-Crapaud qui accueille 62 enfants qui sont âgés entre 3 mois et 5 ans. Et ces enfants-là passent la majeure partie de leur journée dehors. C'est comme si les arbres, les roches et la nature étaient devenus littéralement du matériel pédagogique. Je me demande quel effet ça a sur leur développement de vivre avec cette approche-là. Aujourd'hui, avec les enfants, c'est notre journée nature. C'est-à-dire que nous autres, une fois par semaine, on passe une journée complète là, à partir de 9h30 le matin dehors. On quitte le CPE vers 9h15 avec des petits sacs à dos qui sont mis, les doudous, les hamacs. Nous, on est vraiment chanceux parce qu'au ministère des Transports et la Sûreté du Québec, on fait un partenariat avec eux puis on a accès à la forêt ici derrière notre CPE. Ensuite, pendant qu'on installe les hamacs, les enfants, c'est jeu libre dans la forêt. Donc, ils s'amusent vraiment à la tag, à construire des cabanes, à récolter des spécimens. Vraiment, c'est varié. L'environnement naturel, c'est bénéfique pour les tout-petits parce que, comme on le voit, il y a du matériel à l'infini. Je veux dire, les enfants, ils fouillent, ils découvrent par eux-mêmes aussi, fait que ça demande un effort de recherche, autant dans la créativité que pour trouver le matériel pour le créer, parce que souvent, ils vont se le fabriquer. Tu sais, le bateau, il n'y arrive pas en plastique. Tout construit, donc c'est eux qui doivent le construire. Wow! Ça va, Myla? Fait que là, où on se dirige en ce moment, c'est un lieu qui, à ma grande surprise, constitue un lieu de jeu libre ou de développement ou de travail pour les enfants. On dirait que j'ai besoin d'explications. Absolument. Tu sais, là, on a un bel exemple de matériel libre et polyvalent qui vient vraiment soutenir le jeu libre parce que ça permet plein de possibilités de jeu. Fait que, tu sais, là, on pourrait imaginer que les enfants ils jouent au camping, qui ont fait un feu. Ils pourraient décider de se faire une petite construction avec les bûches, les roches qui sont là. Ils pourraient se faire un petit parcours moteur. Ils pourraient décider de faire de l'art avec les brindilles, les feuilles vertes, les feuilles brunes. Fait que, avec juste ce petit tas de bois-là, il y a plein de choses qui peuvent émerger. Fait que c'est l'équivalent des jouets qu'on pourrait retrouver à l'intérieur d'une garderie, Mais finalement. 1000 fois mieux, parce qu'il n'y a pas de vocation prédéterminée. Fait que ça peut devenir tout ce qu'on veut. J'arrive. L'éducation par la nature, ça permettrait de développer les habiletés sociales des enfants. En éducation par la nature, il y a beaucoup d'interactions entre les enfants, il y a beaucoup de jeux, notamment des jeux symboliques où il y a des scénarios où on doit négocier, échanger, et ça favorise beaucoup les habiletés sociales des enfants. Je l'ai mis vraiment proche de la bouche. Vous pouvez venir me voir, je vais vous donner des pinces et les balles, vous allez pouvoir vous les partager. OK? J'ai mis la fille ici. Elle m'a dit.
Je m'appelle pas Camilla. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'espace, beaucoup de matériel, donc ça amène une grande diminution des conflits avec les enfants. Puis vraiment, la forêt permet à tout le monde d'aller chercher leurs intérêts, là. L'enfant qui est beaucoup dans l'écriture va se clairer un petit espace puis va dessiner avec une branche par terre. L'enfant qui aime compter va se récolter des cocottes puis va compter les cocottes. Dans la motricité globale, l'équilibre et le tonus, tout ça, là, ils vont se trouver un jeu plus moteur. Alors, il y a vraiment de quoi répondre à tout le monde dans la simplicité de la forêt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la bascule. Les amis monarques! Aouh! Aouh, aouh, aouh! Aidez-moi par le cri! On essaie de mettre des bornes visuelles qui savent jusqu'à où sont les limites. On essaie aussi, évidemment, d'avoir un ratio éducateur-enfant qui est adéquat, même plus en cas de besoin. C'est sûr que pour le reste, la prise de risque, monter dans un arbre, tomber en forêt, c'est toutes des choses qui font partie de la réalité. Mais encore là, nous, on vise une prise de risque saine. C'est-à-dire qu'on laisse à l'enfant beaucoup de la prise de décision pour la prise de risque. Une poutre comme ça, c'est un banc ou c'est... Ça peut être un banc, ça peut servir à développer le côté moteur, à tout l'équilibre, entre autres. Ah, ben oui. Ben oui. Ben oui. Fait que là, les enfants, ils sont là, puis ils essayent de pas mourir en... À la hauteur que ça a, je Oui, pense c'est pas ça. que le risque est très C'est grand. ça. Il n'y a pas de danger. Dans ma tête, il y a toujours du danger, mais au final, les enfants sont meilleurs que nous pour gérer leur propre danger. Ah, ben, quand on leur permet, dès tout petit, de pouvoir prendre des risques calculés, des risques acceptables, ben, ils développent leur prudence, leur autoprotection, C'est ça. puis ils deviennent super habiles. Ben oui, parce qu'on vit dans un monde où on veut les protéger, nos enfants. Là. Des jeux libres comme ça, on dirait qu'il peut exister tellement de gens qui ne voient que des morceaux de danger et non pas des morceaux de bois. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la surprotection des enfants? Ah, ben, tu sais, c'est sûr que comme adulte, ce qu'on veut, c'est la sécurité des enfants. Puis des fois, on a un petit peu tendance à les mettre dans la ouate, un petit peu tendance à surprotéger, mais à trop vouloir bien faire, des fois, on a l'effet contraire. Fait que c'est important de se rappeler que la prise de risque, c'est un levier vraiment essentiel au développement des enfants. Puis ça va leur servir toute leur vie. Puis si on leur apprend pas ou on leur laisse pas prendre des risques jeunes, ben c'est ça fait des enfants qui vont bouger moins ou qui vont prendre des risques inconsidérés en étant plus vieux. Je réalise à quel point on sous-estime la place que, même petite, la nature peut prendre pour nos tout-petits, puis même pour nous en tant qu'adultes. Oui. Puis tu sais, faut pas oublier que les tout-petits, souvent, ils découvrent tout pour la première fois. Ouais. Un bébé dans le gazon, pour lui, c'est merveilleux, là. Ouais. Les textures, les couleurs, les odeurs, les petites bestioles qui se promènent, c'est de la nature. Puis pour un poupon, c'est merveilleux, ça. Fait qu'on va amener nos poupons à l'extérieur davantage ou, dans un cas extrême, on amène la nature en dedans. Ouais. J'adore. Youhou! C'est dans ma douche! Maggie, Vous pouvez demander de l'aide. J'entends dans mon ventre un petit glou-glou. Ça sent bon, qu'est-ce qu'on mange? J'ai une faim de loup. Bon appétit! Bon appétit, les amis! Je pense qu'ils prennent conscience de la fragilité de l'environnement aussi. T'sais, on ramasse les déchets, le respect de la nature. On leur dit aussi, là, l'écorce, on regarde si l'arbre est vivant. Quand l'arbre est vivant, on lui laisse son écorce. On ne veut pas lui faire mal. On prend les écorces des arbres qui sont tombés. Donc, de respecter cet environnement-là qui est fragile, dans le fond, puis qu'il faut faire attention si on veut continuer d'en profiter pour plusieurs années. Nous, ça va, ça. On est des Minza qui va. Je pense que le respect de la nature, ça part aussi d'un amour de la nature. Tu sais, son toutou préféré, il va y faire attention parce qu'il y a une place chérie pour lui, ce toutou-là. Donc, nous, c'est la même chose. On amène un amour pour la nature aux enfants en leur permettant de se dépenser, de se défouler, de découvrir. Alors, ils viennent, un attachement, ils l'appellent notre forêt. Alors, on va aller dans notre forêt, puis ils sont contents quand on vient dans la forêt. Alors, on voit qu'il y a un sentiment d'attachement, ce qui fait en sorte qu'ils ont envie d'en prendre soin.
Un effet que là sur les enfants, c'est l'environnement paisible. Il y a moins de stimulation, mettons, qu'à l'intérieur, quand on a les lumières fluorescentes, on a le bruit de tous les autres groupes, on a le petit local, donc le son est plus contenu dans une petite pièce, tandis que dans la forêt, on a vraiment plus d'espace. Là, les amis crient, on s'en rend même pas compte. C'est génial. Pour ça, c'est un milieu qui est apaisant. On a des enfants souvent même qui vont juste s'accoter sur un tronc d'arbre, puis ils vont contempler, ils vont regarder, ils tombent dans la lune, puis c'est la place parfaite pour. Là. Sur le plan de la santé mentale, il y a un résultat qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui démontre que les symptômes, l'éducation par la nature, ça permettrait de réduire les symptômes d'hyperactivité chez les enfants. Ça permettrait aussi de diminuer le stress. Alors, il y aurait des bienfaits finalement sur le plan de la santé mentale des jeunes enfants. OK, et tu t'installes. Si tu as besoin d'aide, tu peux le demander. Les hamacs, ce qui est chouette, c'est que les enfants, même souvent ceux qui ne dorment pas à l'intérieur, vont dormir plus dans les hamacs que sur les petits lits dans le local. Puis le fait de se faire bercer, souvent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'endorment. Là, moi, j'ai des amis qui me disent « Hey, wow, j'ai même pas dormi aujourd'hui, hein, mais la sieste n'a vraiment pas été longue. » Je dis « Oui, elle n'a pas été longue, mais ils ont dormi tout le long. » là. Ici, au Québec, là, on sent qu'il y a une hausse de la popularité de ce mouvement-là. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de comment est-ce que ça s'articule ici? Là? Qu'est-ce qui explique cette hausse-là de popularité? Bien, en effet, au Québec, là, on sent depuis les dernières années là, qu'on fait des grands pas en matière d'éducation en plein air. Par exemple, là, ce qui me fait dire ça, c'est que déjà en 2022, on a assisté à la création de la première chaire de recherche au Canada en éducation en plein air, là, qui a lieu à l'Université de Sherbrooke. Mon alma mater. Alors voilà. Et puis, par exemple, le colloque Apprendre à ciel ouvert, qui a lieu depuis plusieurs années, mais ils n'ont jamais autant eu d'enseignants qui se sont inscrits à ce colloque-là pour apprendre comment enseigner en plein air. On le sent aussi en politique ou dans les milieux gouvernementaux parce qu'on a produit, entre autres, un avis scientifique sur le plein air. Au Québec, on bouge en plein air. Et puis, dans les différentes mesures, les plans de la réussite éducative et les mesures gouvernementales, on sent qu'on fait la promotion vraiment de l'éducation en plein air. J'en reviens pas que je savais rien de tout ça. Prendre soin des tout-petits au quotidien et les éduquer, on s'entend, c'est remarquable. Quand on ajoute à ça, en plus, l'éducation par la nature, là, on tombe du côté exceptionnel de l'expérience. Moi, ce que je me demande, c'est quoi les défis qui sont rencontrés par les éducateurs et les éducatrices? Un des plus gros défis, c'est d'avoir accès à des milieux naturels de proximité, soit parce qu'il n'y en a pas ou parce qu'on n'a pas les ententes de fréquentation de ces milieux-là. Sinon, bien évidemment, il y a, comme partout ailleurs, pénurie de main-d'œuvre, roulement de personnel, ce qui fait qu'on doit toujours reformer les éducatrices, les réimpliquer, les mobiliser dans l'éducation par la nature. Ça prend des éducateurs dévoués parce que parfois, quand on passe la journée à l'extérieur, on peut passer par-dessus notre pause. Donc, on peut s'entraider puis se dire « Hey, va prendre, je m'occupe du groupe, c'est un peu plus relax. » On va la mettre aujourd'hui. OK. La météo peut nous jouer des tours des fois. Quand il pleut, c'est sûr que les siestes dans les hamacs, c'est inapproprié de le faire. Mais on vient quand même dans la forêt. On s'est équipé d'habits de pluie, donc on peut quand même venir profiter de la forêt puis des sorties extérieures. Les défis quand on pratique l'éducation par la nature, c'est de partir de zéro. Quand on n'a aucune expérience, aucun équipement, ça peut paraître insurmontable, le défi. Mais le conseil que je peux donner, c'est de commencer petit, d'aller prendre une balade, d'aller visiter la ruelle, puis de prendre en note qu'est-ce qui aurait facilité ta visite, puis de bonifier ton sac à dos de visite en visite. En tout cas, de voir des enfants aussi curieux, confiants, à l'extérieur, ouverts même, on dirait que ça me donne envie de retourner en enfance ou en tout cas de me faire croire que c'est encore possible. Fait que je vais retourner jouer dans le bois.